préfet. Je propose à Monsieur le procureur de la République de prendre la parole. Je vous en remercie, Madame la maire, Mesdames et Messieurs les élus. Prise de parole d'un procureur de la République devant un conseil municipal, c'est peu fréquent. J'ai communiqué sur l'activité judiciaire de l'année écoulée lors d'une audience solennelle qui s'est tenue au tribunal judiciaire la semaine passée. Et Madame la maire m'a proposé de venir vous rendre compte de ce qui avait été fait. Et j'ai volontiers accepté, en dehors de tout cadre partisan, pour venir vous dire objectivement ce qui a été fait, sans bien évidemment rentrer dans le détail des procédures, puisque je suis tenu au secret professionnel sur les points précis des dossiers. Ça ne relève que des débats devant le tribunal. Ce que je souhaitais vous dire de façon liminaire, c'est l'augmentation des déferrements que nous constatons au parquet. Un déferment, c'est la contrainte qui est maintenue à l'issue d'une mesure de garde à vue permettant, sur consigne du parquet, à des policiers et des gendarmes de conduire, menotter de fait une personne qui a été placée en garde à vue devant un magistrat du parquet pour qu'une réponse pénale spécifique, immédiate, soit mise en œuvre, soit aux fins d'incarcération immédiate dans le cadre d'une comparution immédiate, soit aux fins d'un placement en détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire, les dossiers les plus complexes pour lesquels un juge d'instruction va poursuivre l'enquête qui a été initiée par le parquet, soit dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire avec une date d'audience qui est reportée à 2-3 mois. Nous le verrons pour notamment les dossiers de violence conjugale. Ces présentations, donc ces déferments, il y en avait eu 296 en 2017, 410 en 2018, 478 en 2019, 543 en 2020. 543 personnes donc présentées physiquement par la contrainte, par les policiers et les gendarmes aux magistrats du parquet. Ce type de statistique peut laisser induire qu'on est face à une explosion des faits de violence et de délinquance grave qui justifie cette augmentation. Pour autant, quand on compare ces chiffres de déferment avec les faits de délinquance constatée à Besançon spécifiquement sur l'année 2019 et sur l'année 2020, on constate quoi? Une baisse des vols à main armée, moins 18%, une baisse des cambriolages, moins 11%, une baisse des violences de façon générale, moins 2%, mais une augmentation spécifique des violences conjugales, des harcèlements et des menaces dans la sphère conjugale. Une baisse des violences contre les autorités de l'État, moins 15%, et au final, une baisse de moins 10-39% des faits constatés. Alors, le but n'est pas de dire que tout est rose à Besançon. Cette baisse, elle peut s'expliquer évidemment en partie par le confinement qui a amené les délinquants, y compris, à se confiner, mais il était annoncé une vague de violences conjugales consécutive au fait que les couples sont restés confinés, et quand des problèmes préexistaient avant ce confinement, il y avait fort à craindre effectivement une explosion des violences conjugales. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu une augmentation, mais pas une explosion. Pourquoi ? Parce que les policiers et les gendarmes ont été très réactifs durant le temps du confinement, notamment le temps de confinement du 17 mars au 13 mai. Et il y avait finalement un beaucoup plus grand contrôle social qui s'est exercé à ce moment-là. Les gens étant tous chez eux, dans les immeubles, les voisins étaient présents, ont beaucoup plus signalé les premiers cris, des premières disputes qui ont amené les policiers et les gendarmes à intervenir beaucoup plus rapidement dans les espaces familiaux avant que la situation dégénère et qu'on constate des véritables violences. Donc une très forte augmentation des interventions, la police et la gendarmerie, mais pas une explosion des violences conjugales. 2 points expliquent cette augmentation très nette des déferments. C'est la lutte déterminée contre les trafics de stupéfiants et la lutte contre les violences conjugales. Sur les trafics de stupéfiants, il faut bien être lucide que s'il n'y a pas une action très volontariste des policiers et des gendarmes, il ne se passe rien. Les quartiers souvent les plus calmes sont les quartiers où il n'y a aucune statistique, pas de faits constatés ou très peu de faits constatés. C'est souvent les quartiers les mieux tenus par les truands. Parce qu'en matière de trafic de stupéfiants, un consommateur de produits stupéfiants ne va jamais déposer plainte et ne va jamais signaler les faits. Un quartier bien tenu, c'est des gens qui ont peur et qui ne signalent aucun fait à la police et la gendarmerie. Donc, en matière de trafic de stupéfiants, plus on a des chiffres, plus c'est un signe d'une activité positive, effective des forces de l'ordre. Et puis en matière de violence conjugale, on est dans une situation particulière, c'est
un mouvement, une lame de fond qui a démarré depuis quelques années, mais qui ne cesse de s'amplifier, d'une libération de la parole et qui amène, non pas, je crois vraiment, à une augmentation objective des faits de violence conjugale, mais à une bien meilleure dénonciation de ces faits de violence conjugale qui amène à une augmentation des chiffres, mais qui, j'insiste, ne traduisent pas forcément une augmentation objective des faits constatés. Sur les trafics de produits stupéfiants, cela a directement... alors, est-ce que c'est notre lutte contre les trafics qui a généré les violences constatées à partir de décembre 2019 ? C'est difficile à dire. Les coups de boutoir successifs mis, accomplis par les gendarmes, les policiers, principalement les policiers sur le quartier de Planoise, et poursuivis après par des réponses judiciaires, ont effectivement déstabilisé les trafics. Un facteur déterminant est également une concentration de certaines familles très impliquées dans les trafics sur Planoise, avec la disparition, alors pas encore complète, mais en cours, du quartier des 408, qui était un quartier notoirement connu des consommateurs de produits stupéfiants, comme un endroit où on pouvait trouver tout ce que l'on voulait comme produits stupéfiants. Eh bien, les trafiquants qui opéraient au 408 se sont reportés sur Planoise, et c'est, je pense, ce point-là qui a été déterminant dans l'explosion des violences constatées à partir de décembre 2019. Ce que je peux vous livrer simplement, c'est un dossier qui va être jugé au cours de l'année 2021, mais un des éléments saillants qui explique cette succession de faits tout à fait inédits. Il y a eu des violences à Planoise en 2014, en 2016, il y a déjà eu des tirs même à l'arme de guerre, mais c'était des tirs, un tir, une riposte, et ça s'arrêtait assez vite. Pourquoi ? Parce que les délinquants auteurs étaient des délinquants habitant à Planoise, avec des familles habitant à Planoise, des pères, des mères, des frères, des sœurs, et donc une certaine conscience du fait qu'il fallait quand même que cela n'aille pas trop loin pour qu'il n'y ait pas de victimes collatérales. Un des éléments nouveaux constatés à partir de décembre 2019, c'est qu'une équipe de trafiquants a fait appel à des délinquants extérieurs pour venir commettre les violences. Et à partir du moment où vous insérez dans ces territoires des délinquants extérieurs qui ne sont pas concernés par les troubles que tout cela génère, eux sont capables de tirer à nouveau et tirer encore, ne sont pas du tout concernés par tous les troubles générés par ces tirs. Et ça, c'est un des éléments de compréhension de cette succession de tirs, avec un temps certain qu'il a fallu 2 mois, 2 mois et demi. Alors ça peut paraître long, c'est objectivement assez court. Un temps qu'il a fallu pour la police judiciaire, l'antenne de police judiciaire de Besançon et la sûreté départementale, le service de police judiciaire du commissariat qui ont travaillé par la volonté du parquet en synergie. D'habitude, c'était plutôt un service ou l'autre. Là, compte tenu de l'ampleur des faits et de l'ampleur des investigations à mener, moi j'ai souhaité que ce soit ces 2 services qui travaillent ensemble. Eh bien, en 2 mois et demi, ils sont parvenus à comprendre ce qui s'était passé et ont permis, à partir du 9 mars, à mettre en œuvre des vagues d'interpellations successives qui sont encore en cours, puisqu'on est à ce jour à 43 personnes qui sont mises en examen, 21 personnes qui sont placées en détention provisoire, un dossier qui sera complexe à juger compte tenu de du nombre des personnes mises en examen, mais des 2 équipes qui ont été en grande partie démantelées. Alors bien évidemment, vous me direz, mais 27 décembre 2020, on constate de nouveau des tirs. Il faut être très lucide sur le fait que les trafics sont très fortement implantés à Planoise, que pour les consommateurs, Planoise est vu au niveau, en tout cas région Franche-Comté, comme un endroit où on peut se fournir facilement et à des coûts moins élevés qu'en zone de campagne en produits stupéfiants. On a des ressortissants suisses qui viennent. On a une zone de chalandise, malheureusement, en ce domaine qui est importante et qui explique que des trafiquants sont encore bien évidemment très présents à Besançon, même si le nombre de places de deal a été divisé par 2 en l'espace de 2 ans, depuis septembre 2018, depuis la création du quartier de reconquête républicaine. C'est pour cela que je me réjouis effectivement de la signature de cette convention qui a été rappelée par monsieur le préfet sur l'injonction thérapeutique, parce que la lutte contre les trafics, si elle n'est pas accompagnée d'une lutte avec la même énergie sur une aide
aux consommateurs à sortir de l'ornière de l'addiction, c'est un combat perdu d'avance. On coupe une tête, une autre l'hydre repousse immédiatement, voire deux, aussitôt après. Donc il faut évidemment qu'on investisse très fort sur l'injonction thérapeutique. Elle n'était pas en œuvre aujourd'hui, jusqu'alors, parce que nous n'avions pas de médecins relais. Ce sont des médecins généralistes qui acceptent de s'investir dans cette lutte contre les addictions. Et là, on a eu la chance d'avoir 3 médecins qui sont installés rue de Vesoul, qui sont rentrés dans le dispositif et qui vont nous permettre d'être beaucoup plus volontaristes sur le sujet. Alors, tir du 27 décembre, en quelques mots sur ces faits, c'est une autre équipe qui est concernée par ces 2 équipes qui sont concernées par ces tirs, avec là une grande inquiétude suite à ces faits pour la police, pour le parquet, parce qu'on était dans un scénario tout à fait inquiétant de tir au domicile d'une famille, et donc avec un risque de représailles tout à fait terrible et un risque vraiment d'un nouvel embrasement du quartier de façon probablement beaucoup plus sanglante, dès lors que là, un palier était franchi. On ne tire plus sur des places de deal, mais on tire au domicile d'une famille. Les enquêteurs, parce que toutes ces actions de police judiciaire depuis décembre 2019 et leur efficacité objective, les gens constatent que soit par la détention provisoire, soit par des contrôles judiciaires qui interdisent aux trafiquants d'être sur Besançon, eh bien, il y a des résultats aux opérations de police judiciaire. Les habitants de Planoise parlent plus. Alors, pas forcément en direct sur procès-verbaux, ça reste difficile, mais on a des procédures qui permettent de recueillir des auditions qu'on appelle sous X, avec un réel anonymat qui est garanti aux témoins. Et les gens, on le constate depuis un an, nous parlent beaucoup plus. Et donc, cette information qui remonte du terrain a permis très très vite aux enquêteurs de comprendre quels étaient les nouveaux enjeux qui étaient mis à jour au travers de ces tirs du 27 décembre. Dès le 30 décembre, la personne à l'origine de ces coups de feu, qui était une représaille à des violences commises quelques jours plus tôt, était déjà interpellée, était incarcérée. Et le 20 janvier, toute l'équipe des tireurs présumés, évidemment, l'affaire n'est pas jugée, mais les tireurs présumés étaient interpellés et incarcérés à ce jour. Il nous a fallu un peu plus de 20 jours pour identifier et placer en détention provisoire les auteurs présumés de ces faits, sans cette remarquable, me semble-t-il, réactivité des services d'enquête a permis de couper court à une vague de répétition de ces faits de violence extrême qui allaient à l'évidence réembraser le quartier si on n'avait pas réussi à être aussi réactif. Voilà ce que je souhaitais dire. Alors évidemment que peut-être que demain, il y aura des tirs à Planoise. Oui, je n'ai aucune garantie. Je suis extrêmement modeste sur ce sujet. Ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'on a progressé par une bien meilleure connaissance des enjeux, des familles et des actions de police judiciaire encore à mener. On a progressé dans le fait que nous disposons de beaucoup plus de remontées d'informations aujourd'hui, que les services d'enquête disposent de beaucoup plus d'informations. Et ces derniers faits nous permettent d'être plus réactifs. Deuxième et dernier point que je souhaitais aborder, c'est les violences conjugales. En 2017, c'était 54 personnes présentées au parquet suite à des violences conjugales. On est à 120 personnes présentées en 2020 pour des violences conjugales. L'objectif n'est pas forcément d'envoyer les gens, les conjoints violents en détention. On le fait bien évidemment lorsque les faits sont d'une particulière gravité ou qu'il y a des faits de récidive qui imposent à ce moment-là une incarcération. Mais on privilégie beaucoup plus dans ces hypothèses les placements sous contrôle judiciaire qui permettent d'une part l'éviction du conjoint violent, d'éviter ce que l'on constatait autrefois, de voir madame partir avec nuitamment parce qu'elle était déjà battue, mais elle prend le coup de trop et elle réalise que la vie avec cet homme n'est plus possible. Elle décide de partir nuitamment avec les enfants et de trouver soit une amie, soit de la famille, soit un hébergement social d'urgence pour accueillir sa famille et se mettre en sécurité. Aujourd'hui, nous avons une structure vraiment innovante qui a été inauguré en octobre 2018, que le service qu'on appelle Altérité. C'est 15 logements qui permettent d'héberger des conjoints violents. Je fais une parenthèse, mais c'est vrai que les associations de protection des femmes avaient critiqué un temps ce dispositif en disant qu'on n'allait quand même pas dépenser de l'argent pour loger des conjoints violents. Et bien si, en fait, on le fait parce que précisément,
en logeant ces conjoints violents, dans le cas d'un contrôle judiciaire, ça permet précisément aux femmes de rester dans leur domicile, et c'est à la fois symbolique et sur un plan matériel infiniment plus favorable pour les victimes. Mais au-delà du logement, c'est surtout l'occasion de permettre une prise en charge psychothérapeutique de ces conjoints violents avec des groupes de parole et des temps d'échange individuels avec un psychologue. C'est deux fois par semaine, c'est quelque chose de très suivi et qui permet à ces personnes, lorsqu'elles comparaissent devant le tribunal 3 mois plus tard, d'avoir un rapport du psychologue qui a suivi ces conjoints violents. C'est un dispositif d'autant plus innovant que dans le cadre du Grenelle des violences faites aux femmes en 2019, eh bien, ce dispositif, il y avait 4 départements en France qui l'avaient mis en œuvre, a été jugé comme particulièrement intéressant et pertinent et a été étendu à l'ensemble du territoire national. Là aussi, je me garderai bien de tout triomphalisme. Je constate simplement que c'est Mme Ascari qui a été sauvagement assassinée en octobre 2018. Je venais d'arriver à Besançon. Nous n'avons pas eu, depuis ce drame absolu, de réitération de meurtres dans la sphère conjugale depuis octobre 2018 sur l'ensemble du ressort du tribunal judiciaire. Évidemment que tout ça est très fragile, mais je pense que c'est quand même en partie le résultat d'une politique vraiment très, très agressive, il faut le dire, et très volontariste contre les conjoints violents, avec toute une palette de réponses pénales. L'objectif n'est pas de dire qu'il faut que tous les conjoints violents soient en détention ou sous contrôle judiciaire. On a mis en place, pour les violences les moins graves, des stages de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes. Voilà, on essaie d'avoir évidemment une réponse adaptée à la gravité des faits, à la personnalité, aux éventuels antécédents judiciaires, pour que la réponse soit adaptée et que nous ayons les outils adaptés à chacune et à chacun des faits dont nous avons à connaître. Voilà ce que je souhaitais vous dire, mesdames et messieurs les élus.